Il y a quelques jours, on a publié une vidéo sur Mbappé. Le titre c'était «Le plaisir de voir Mbappé échouer m'intrigue». Et vos commentaires ont lancé une vraie conversation. Beaucoup de passion, beaucoup d'avis opposés. Donc déjà, merci beaucoup d'avoir contribué à la conversation, vraiment. Mais maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que le but de la chaîne, oui, c'est de parler de foot, d'actu foot, c'est de parler de notre passion pour le jeu, pour les joueurs, pour les grandes histoires, parler des médias également, mais c'est aussi de regarder les conversations autour du football. Comment les médias nous racontent le foot, mais aussi comment nous, on regarde les joueurs, comment on s'attache, comment on se détache, comment on critique, comment on défend. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Et je veux pas simplement m'arrêter et puis répondre à vos questions dans les commentaires, mais je veux continuer le sujet. Parce qu'avec un sujet aussi fort, aussi vif, aussi chargé, faire une vidéo, ça suffit pas. Il faut aller un cran plus loin. Donc si cette vision vous parle, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Donc maintenant, il faut aller au fond du sujet. Donc l'idée, c'est pas de rejouer le match pro-Mbappé, anti-Mbappé, etc. C'est pas de rajouter cette couche-là. C'est plutôt d'appliquer le principe d'une chanson que j'aime beaucoup, une chanson de rap du groupe Arsenic qui s'appelle Regarde le monde. Donc pour ceux qui ont grandi avec ce morceau, ça va vous ramener en arrière. D'ailleurs, pensez à Calbo qui nous a quittés il y a quelques mois maintenant. Et pour les autres, même si vous n'aimez pas le rap, écoutez au moins le message. Le principe, il est simple de cette chanson. Des parents qui parlent à leurs enfants, ils font un bilan de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont compris, et ils transmettent. Et aujourd'hui, j'ai envie d'appliquer ce principe au foot. Pas pour dire que Mbappé a tout mal fait, ce serait faux, ce serait injuste, et ce serait beaucoup trop simple, mais plutôt pour regarder ce virage d'image. Comment Mbappé était perçu avant, comment il est perçu aujourd'hui, et ce qu'un jeune peut apprendre de tout ça. Donc imaginons demain, je parle à un crack de 17-18 ans, un gamin à qui on promet un avenir grandiose. Et en partant du cas d'Mbappé, je lui dirais, voici les 8 règles pour que ton seul problème soit le terrain. Ça ne veut pas dire que le terrain sera facile, mais au moins tu t'évites tout ce qui peut être évité. Tu limites les pressions inutiles, tu maximises tes chances de rester concentré sur le football. La première règle, ne confonds jamais admiration et attachement. Et ça, franchement, c'est une nuance très sensible, très mince, mais dans une carrière, elle peut tout changer. Franchement, c'est la première grande leçon du cas Mbappé. Il y a une énorme différence entre être admiré et créer l'attachement. Et beaucoup de joueurs, beaucoup d'entourages, dans le football, peuvent tomber dans ce piège, parce que penser que l'admiration, ça suffit. Mais l'admiration, c'est ce que les gens ressentent pour ton talent, tes buts, tes accélérations, tes grandes actions, tes exploits, ton niveau, les émotions que tu as données. Et Mbappé, de ce côté-là, il était admiré. Je vais pas refaire son CV, on le connaît tous. Et là, beaucoup de gens pensent que cette admiration pure suffit. Parce que quand tu es fort, aussi jeune, aussi décisif, tu penses que les gens vont forcément te suivre. Mais non, en tout cas pas toujours. Parce qu'il ne faut pas confondre cette admiration-là et l'autre point qui est l'attachement. L'attachement, c'est autre chose. L'attachement, c'est ce que les gens ressentent pour toi en tant que personne. C'est ton rapport au collectif, ton rapport au public, ta manière de gagner, ta manière de perdre, ta façon de parler, ton attitude avec tes coéquipiers, la sincérité, comment elle est perçue, tes efforts sur le terrain, ta capacité à traverser les moments difficiles sans donner l'impression que tout tourne autour de toi. Et là, à mon sens, c'est là où Mbappé a fait des erreurs. Pas sur l'admiration, parce que l'admiration, il l'a eu, il l'a mérité. Mais sur l'attachement, il y a eu des fissures. Et des fissures qui passent par deux choses, sa perception dans un collectif et les efforts que les gens pensent voir ou ne pas voir sur le terrain. Parce qu'un joueur peut croire que l'admiration suffit. Il peut se dire, avec tout ce que j'ai fait, franchement, ça devrait suffire. Ils savent ce que j'ai donné, ils savent mon niveau. Mais le jour où tu tombes, ce n'est pas l'admiration qui te protège. L'admiration attire les gens vers toi, mais l'attachement les fait rester quand ça devient difficile. Et c'est pour ça que certains joueurs, même quand ils ratent, même quand ils vieillissent, même quand ils traversent des périodes compliquées, le public reste avec eux parce qu'il y a un lien. Pas juste un respect du niveau, il y a un lien émotionnel. Et ce lien-là, ça se construit pas seulement avec des buts, ça se construit dans les détails. Donc la leçon est simple, ne pense jamais que tes performances suffiront à te protéger. Sur le terrain, tu joues le match sportif. Tu joues le match de l'admiration. En dehors ou ton attitude sur le terrain, dans ton rapport au collectif, dans ta manière d'être perçu, tu joues le match de l'attachement. Et sur une carrière, il y a les deux qui comptent. La deuxième leçon, elle est très puissante parce qu'elle explique pourquoi une relation avec le public peut se détériorer sans qu'on se rende compte tout de suite. Là, je vais vous parler d'un concept que j'aime beaucoup. Il y a un livre que j'ai lu dans un contexte professionnel, mais que j'utilise beaucoup dans ma vie personnelle aussi. C'est les 7 habitudes des gens hautement efficaces de Stephen Covey. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, le titre donne pas envie, mais je vous assure, c'est un super livre. Et dans ce livre-là, il y a un chapitre où il y a un concept qui est très fort. Ça parle du compte en banque émotionnel. Donc l'idée, elle est simple. C'est dans une relation, chaque geste, chaque parole, chaque attitude, soit un dépôt ou soit un retrait. Donc quand tu fais quelque chose qui renforce le lien avec quelqu'un, consolide cette relation, tu fais un dépôt. Et quand tu fais quelque chose qui abîme ce lien, qui fragilise la relation, tu fais un retrait. Et pour un joueur public, c'est exactement pareil. Tu fais un grand match, tu fais un dépôt. Un but important, tu fais un dépôt. Émotion forte, tu fais un dépôt. Un titre, tu fais un dépôt. Un geste qui montre que tu joues pour le collectif, tu fais un gros dépôt. Mais à l'inverse, une phrase mal reçue, tu fais un retrait.
Une attitude jugée arrogante, tu fais un retrait. Un geste qui expose un coéquipier, tu fais un retrait. Un conflit mal géré, tu fais un retrait. L'impression de te placer au-dessus collectif, tu fais un gros retrait. Et c'est là assez cruel, mais c'est que les retraits coûtent beaucoup plus cher que les dépôts. C'est injuste, mais c'est humain. Donc un joueur peut penser, avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai gagné, toutes les émotions que j'ai données, j'ai énormément de crédit. Sauf que dans la tête du public, c'est pas du tout calculé comme ça. Tu penses que ton compte est largement positif, alors que dans leur perception, t'es déjà en découvert. Et quand tu deviens débiteur émotionnellement, c'est là où tout change. Les gens ne te protègent plus, ils ne t'excusent plus, ils ne te donnent plus le bénéfice du doute. Et parfois, pire encore, ils attendent la prochaine erreur. Et là, c'est dangereux, parce que tu joues plus seulement contre l'adversaire, tu joues contre une image qui s'est installée. Donc la leçon, c'est ça. C'est ne regarde pas seulement ce que tu as donné au public, mais regarde aussi ce que tu lui as coûté émotionnellement. La troisième leçon, elle est plus concrète parce qu'elle part de ces petits moments qui eux seuls n'ont pas l'air si graves, mais qui, mis bout à bout, finissent par écrire une histoire. Et c'est un lien aussi avec le point numéro 2 que je viens de citer. Attention, je vais être clair, je suis pas en train de dire que c'est de l'accumulation de petits signaux, voilà, un bras levé, une frustration, une mauvaise réaction, etc., une célébration un peu trop personnelle suffit à condamner. Bien sûr que non, les mauvais gestes comme ça, c'est rempli sur tous les terrains. D'accord, tous les grands joueurs sont passés par là. Tous les attaquants ont déjà râlé parce qu'ils ont reçu un ballon. Le problème, c'est pas un geste isolé. Le problème, c'est l'accumulation. C'est ton capitaine sympathie ne s'abîme pas toujours d'un coup. Souvent, il s'abîme par petites touches. Il craque après une saturation émotionnelle. Un bras levé seul, c'est pas grave. Une phrase maladroite, c'est seul, pas forcément dramatique. Mais quand les gens ont l'impression de revoir le même signal encore et encore, ça commence à raconter une histoire. Même si cette histoire est exagérée, même si elle est injuste, même si elle ne correspond pas à la réalité du vestiaire, le public commence à relier les points. Et souvent, il ne relie pas avec bienveillance. Il se dit « Ah, ben ouais, ben tu vois, encore, voilà, c'est toujours pareil, etc. » Et le joueur peut être surpris. Parce que lui, dans sa tête, il se dit, mais avec tout ce que j'ai fait, c'est montrer de la frustration, c'est normal sur un terrain. Mais pour le public, c'est pas juste un geste, c'est un épisode de plus dans une série qu'il croit déjà connaître. Et le jour où une vraie erreur arrive, ou même quelque chose que les gens perçoivent comme une grosse erreur, il y a un effet domino. Tout ressort d'un coup. Les gestes, les phrases, les attitudes, les histoires anciennes. On le voit sur Twitter, on ressort des tweets 2005, 2004, etc. Et il y a des images qui restent, comme l'image de Mbappé dictateur. Et ce n'est plus seulement ce que tu fais aujourd'hui qu'on juge, c'est ce que tous les gens pensent avoir vu avant. Donc la leçon, c'est de ne jamais mépriser les petits signaux. Un geste isolé peut être oublié, mais les gestes répétés finissent par devenir une image. Et une image, une fois que c'est installé, c'est compliqué à enlever. La quatrième leçon, là c'est plus football, parce qu'elle touche le cœur même de ce sport, c'est-à-dire le collectif. Dans le sport collectif, le jeu doit toujours servir le nous. J'en ai parlé dans une vidéo sur Mbappé, sur les erreurs de communication, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vu, parce que ça c'est fondamental. À mon sens, c'est une des grandes erreurs qu'il a faites. Il a trop souvent utilisé le jeu à la place du nous. Et le problème, ça ne s'est pas seulement entendu dans sa communication, parce que par moments, ça a aussi ressenti dans son jeu, par des attitudes, par des frustrations, certaines séquences où on avait l'impression que l'ambition individuelle prenait trop de place dans une histoire qui devait rester collective. C'est là, il y a une vraie leçon. Dans le football, tu peux être ambitieux, tu dois l'être même. Un grand joueur qui n'a pas d'ego, ça n'existe quasiment pas. Le problème, c'est la direction que prend cette ambition. Dans un sport collectif, le jeu doit toujours servir le nous. Tu veux être le meilleur? Très bien, vas-y mon frère. Mais est-ce que ton ambition élève l'équipe? Tu veux marquer l'histoire? Oh, magnifique! Mais est-ce que le collectif grandit avec toi? Tu veux être le visage d'un projet? Pourquoi pas? Mais est-ce que les autres ont l'impression de faire partie de l'histoire ou juste décorer ton affiche? Dire je pense au collectif, ça suffit pas. Dire j'ai compris, ça suffit pas. C'est les actes qui comptent. Tu peux avoir une communication parfaite, mais si le public voit autre chose dans les attitudes, dans les frustrations, dans le langage corporel, dans la manière de célébrer ou de réagir, il retiendra ce qu'il voit. Le collectif ne se proclame pas, ça se montre. Et dans le football, c'est impitoyable parce que tout est visible. La course que tu fais, que tu ne fais pas, le regard que tu lances, la réaction après une passe décisive, la joie sur un but d'un coéquipier, le replacement après une perte de balle, tout parle, même quand tu ne parles pas. Donc la leçon, elle est claire. Ton ambition individuelle doit toujours donner l'impression de servir l'équipe. Et si les gens sentent que le collectif grandit avec toi, alors ils acceptent ton ego. Mais s'ils sentent que le collectif devient le décor de ton histoire personnelle, la cinquième leçon, elle est injuste, elle est essentielle. Elle part d'un équilibre. Rester soi-même sans ignorer la perception publique. Trouver l'équilibre entre être soi-même et comprendre la perception du public. Je ne dirais jamais à un joueur de vivre pour plaire aux gens. Bah non, sinon tu deviens faux. Calculé, lisse. Mais tu ne peux pas faire comme si le regard des autres n'existait pas. Et c'est là où le cas d'Mbappé est très intéressant. Parce qu'il n'est pas incohérent du tout. Il assume son ambition, il assume son statut, il assume sa façon de voir sa carrière. Mais le piège, c'est que tu peux être cohérent dans quelque chose qui, au final, devient défavorable pour ta propre opinion. Tu peux être sincère, mais être perçu comme fermé. Tu peux assumer ton ambition sans être lu comme quelqu'un qui se place au-dessus du collectif. Parce que si tu n'as pas de recul sur ça, au final, ça peut te coûter très cher.
Parce que cette perception peut réduire la patience autour de toi, fragiliser ton lien avec le public, transformer chaque erreur en preuve contre toi. Et au bout du compte, travailler contre l'ambition que tu essaies de construire. Donc la leçon, c'est pas de devenir quelqu'un d'autre, c'est de rester soi-même tout en étant assez lucide pour comprendre quand ta manière d'être perçue commence à travailler contre toi. La 6e leçon, elle est dure, mais il faut l'intégrer. Pas devenir paranoïaque, pas pour se méfier tout le monde, mais pour comprendre le territoire dans lequel tu es. C'est que plus tu montes, plus certains espèrent te voir tomber. Voilà. Ça, c'est humain. Il y aura toujours une partie de gens qui attendra le temps où tu vas redescendre. C'est humain, c'est statistique, c'est sociologique. Plus tu deviens symbole, plus tu attires des contre-récits. Ça vient, c'est comme ça. Ça se passe dans le foot et dans d'autres milieux que le foot. Donc la leçon, c'est pas de vivre dans la peur, c'est de t'y préparer. Comme disait Robert De Niro ou Tom Hanks, c'est quand t'es tout en bas, reste calme, mais quand t'es tout en haut, reste calme. Parce que la hype, ça monte vite, mais le rejet vient vite aussi. Mais les deux ne durent pas nécessairement, dépendamment de ce que tu fais. Donc la leçon, c'est de ne jamais confondre exposition et sécurité. Plus t'es en haut, plus t'es visible, et plus t'es visible, plus tu dois construire autre chose que la hype, du respect, du lien et de la cohérence positive. Et la 7e, qui est un peu, je dirais, une sorte de résumé des points d'avant, c'est que ton histoire ne doit jamais être plus grande que ton football. Et le cas Mbappé n'est pas seulement une histoire d'attachement ou de public, c'est aussi une histoire de star system. À un moment, autour d'un grand joueur, il y a le terrain et il y a tout ce qu'il y a autour du terrain. Les contrats, les droits d'image, les interviews, les campagnes de communication, les débats permanents, etc. Le récit du futur roi. Et le danger, c'est que l'image devienne plus grande, qu'elle finit par écraser le joueur. Parce que quand tu es prisonnier de cette image-là, les gens ne regardent plus seulement tes matchs, ils regardent ta marque, ton statut, ton influence, ta place dans le récit. Et que même parfois, quand tu fais un bon match, c'est plus suffisant. On le voit avec Mbappé, ça suffit plus. Parce que le débat autour de toi est devenu plus gros que ton football. Et ça aussi, ça peut peser sur tes coéquipiers. Parce que dans un vestiaire, si tout semble tourner autour de ton image, de ton statut, de ton récit personnel, forcément, ça peut créer de la distance. Même si ce n'était pas ton intention. Donc pour un jeune joueur, la leçon, elle est énorme. L'image peut t'aider à monter très vite, mais si elle devient plus grande que ton jeu, elle peut aussi te piéger. Et la 8e leçon, c'est de s'assurer que l'entourage renforce l'image et ne la fragilise pas. Quand ton entourage parle, quand tes proches parlent, quand tes agents parlent, les sorties publiques, etc. Tout doit être fait pour te protéger et non d'être une source de bruit. Ça doit être un bouclier, un paratonnerre, un élément de cohérence, mais ça ne doit pas rajouter de la pression sur toi en fait. Parce que parfois, une phrase extérieure peut suffire à fissurer une image. Et on l'a vu avec Mbappé. Une phrase peut être honnête, mais trop froide, trop financière, trop déconnectée de ce que les supporters peuvent accepter émotionnellement. Et quand tu construis une image d'attachement à un club, à un public, à une histoire, tout ce qui donne l'impression que le sujet principal devient l'argent, le pouvoir, la négociation, ta place, etc., ben ça affecte négativement la perception. La leçon, c'est que l'entourage doit être un bouclier et pas une source d'antipathie. Ça doit renforcer ton récit et pas le contredire. Voilà ce que je dirais à un jeune demain s'il arrive dans le foot moderne, c'est ce que je lui dirais. Pas parce que Mbappé a tout mal fait, ce serait faux, injuste et parfois trop simple, mais parce que sa trajectoire, son image, sa relation publique nous donne énormément de matière pour réfléchir. Et évidemment, nous aussi, public, on est dans l'équation. Mais là, je vais pas refaire une deuxième liste parce que la frontière, elle est très fine entre lancer une conversation et devenir un donneur de leçons. Et c'est pas du tout ce que je veux faire. C'est juste garder une piste de réflexion. Quand on s'attache à un joueur, quand on se détache, quand on critique, quand on espère qu'il tombe, qu'est-ce que ça dit de notre manière de regarder le football? J'ai pas la réponse. Et je m'inclus dedans aussi. Parfois, peut-être que je cherche trop le contexte. Peut-être que je suis trop patient avec certains joueurs. Peut-être que d'autres voient des choses que je ne vois pas. Mais au moins, ça mérite qu'on pose la question. Parce qu'on aime tous le football. Mais on ne le protège pas tous de la même manière. Donc dites-moi en commentaire. Si demain, vous devriez parler à un jeune joueur, quel conseil vous lui donneriez? Et vous, face à un cas comme Mbappé, quel regard posez-vous sur votre propre manière de réagir, de critiquer, de vous attacher ou de vous détacher d'un joueur? Parce que le vrai sujet, c'est pas d'être pro ou anti-Mbappé. C'est de comprendre ce que cette histoire nous apprend sur le joueur, sur nous et sur le football qu'on veut protéger. Et c'est l'objectif de la scène. Et si on parle de foot, on essaye surtout de comprendre ce que le foot dit de nous. Toujours avec passion, toujours avec débat, mais toujours avec les yeux bien ouverts et le cerveau allumé. Et comme toujours, n'hésitez pas à commenter et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve à la prochaine vidéo.